Les violettes sont des fleurs. Salut, c'est les violettes. Le fantasme de la femme américaine. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler du mythe de la femme américaine. Ayant une maman fan de cinéma, j'ai toujours été immergée dans le monde parfait des films des années 50 avec des femmes plantureuses, super belles. Et en vrai, même si on sait que c'est une autre époque, on en rêvait un peu avec Ma sœur bien-aimée, plein de films comme ça qui mettaient en avant la belle femme américaine, que ce soit une bimbo ou une femme au foyer. Et c'est en regardant l'année dernière au cinéma Don't Worry Darling, qui est clairement une dystopie de la vie de la femme au foyer américaine, qui est censée être folle amoureuse de son mari, qui vit dans une maison parfaite, hyper bien nettoyée parce qu'elle passe ses journées à faire ça, que je me suis dit, elle a gagné des épisodes. Pourquoi on parle jamais du rôle super important dans notre société du fantasme de la femme américaine? Pour comprendre ce fantasme de la femme américaine, il faut aussi comprendre la mentalité américaine qui est très puritaine dans l'ensemble, et on en a déjà parlé de toute façon dans les violettes du puritanisme américain, et d'où ça vient le puritanisme américain. Pour ça, il faut comprendre l'histoire de la religion en Angleterre, donc on en a tous déjà un peu parlé à l'école, mais enfin on va reprendre les bases. En gros, il y avait la religion à Rome, liée au Vatican, le pape, tout ça, et à ce moment-là, il y a eu une révolution qui a fait qu'il y a eu le protestantisme et le catholicisme, donc les protestants qui ne reconnaissent pas l'autorité du pape, donc qui étaient plus dans le royaume d'Angleterre, et les protestants ont fait une réforme protestante, où il y a eu l'anglicanisme, donc cette religion des rois et des reines d'Angleterre, et qui était assez autoritaire avec cette religion. Il fallait respecter cette religion, être de cette religion, penser comme ça, et toutes les personnes qui n'étaient pas d'accord avec ça, globalement n'étaient plus les bienvenues. Alors un certain nombre sont partis aux États-Unis, et là il y a eu le puritanisme qui est encore très présent aujourd'hui. Si on regarde bien dans les procès aux États-Unis, quand on doit prêter serment, on prête serment sur la Bible. Et donc c'est quelque chose qui est très présent, même le président des États-Unis, tous les 4 ans on le voit, il prête serment sur la Bible. Donc c'est quelque chose de très présent là-bas. En fait, ce qu'on explique quand on parle de puritanisme, c'est que encore aujourd'hui, peut-être d'une façon moindre, pas à la manière du Vatican, du Tibet ou de certains pays à orientation musulmane du Moyen-Orient, il ne s'agit pas d'un gouvernement religieux, mais la religion est présente partout. Contrairement en France, où depuis 1905, l'Église et l'État sont séparés. À partir du moment où un pays a une tendance religieuse très forte, forcément, ça va se ressentir dans ses mœurs. Et des mœurs qui vont être un peu ce que moi, en tant que femme française de 2023, considérais comme rétrograde. Donc pour bien comprendre à quel point ça a un impact dans la vie des Américains, des États-Unis, il y a une majorité d'entre eux, donc 53%, pour qui la foi, c'est le socle de l'éthique. Alors que par exemple en France, il y a 85% des gens qui estiment qu'on peut avoir une existence morale sans être croyant. Donc c'est pour expliquer à quel point la religion fait partie des mœurs, même les gens qui sont pas forcément croyants ou pas pratiquants, ou qui ont d'autres religions qui sont pas forcément chrétiennes, c'est quand même hyper important pour eux d'être religieux et croyants. Et même dans leur politique, il y a un côté religieux. Quand on a vu l'année dernière, quand il y a eu toute cette histoire d'avortement aux États-Unis, il y a eu des propos à tendance religieuse qui ont été tenus dans les instances dirigeantes, chose qu'on ne voit pas du tout en France, par exemple, quand il y a ces débats-là sur l'avortement qu'il y a eu au même moment. On n'en a pas du tout vu ça en France, alors que là-bas, la religion était vraiment un argument. Alors, dans les années 50, donc juste après la Seconde Guerre mondiale, l'économie commence doucement à se relancer. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant les années 50, pendant la Seconde Guerre mondiale, vu que les hommes étaient quasiment tous au front, beaucoup de femmes ont travaillé. Elles ont commencé tout simplement à s'émanciper, à s'investir dans le marché du travail, à connaître leurs valeurs en tant qu'êtres humains et que travailleuses. Elles représentaient 38% des emplois restés vacants. Les 11 millions de soldats américains ayant participé à la guerre rentrent progressivement chez eux et souhaitent récupérer leur emploi et leur vie d'avant. Retrouver des femmes qui les attendent à la maison et qui ont passé la journée à nettoyer la maison et à se préparer pour être belles et désirables pour leur mari. Avec le dîner bien au chaud. Toutes ces femmes qui se sont émancipées pendant les années où leur mari était au front n'ont pas forcément envie de retourner jouer bonbonne à la maison. Le problème, c'est que les autorités américaines, pour des raisons religieuses aussi, ne veulent pas que les femmes retournent au travail. Donc, on va créer une véritable propagande autour de là pour pousser les femmes à retourner chez elles.
Cette propagande, on les a tous vus, ces pubs et il y a encore des traces aujourd'hui de ça, où en gros, mesdames, on va vous faciliter la vie avec le lave-vaisselle, la machine à laver. Regardez mesdames comme la vie au foyer est incroyable, vous faites votre lessive, ça se fait tout seul, le mari rentre et vous avez rien fait de votre journée, vous avez juste vu vos copines et bu votre café, comme Desperate Housewives en fait. Toute cette propagande est faite pour qu'on explique aux femmes que ce sera pas comme avant, qu'elles peuvent retourner à l'appartement ou dans leur maison, parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils qui sont mis à leur disposition grâce à la société de consommation pour leur faciliter la vie, et qu'en fait, c'est elles qui sont les chefs de ces machines, et finalement qu'elles ont repris le pouvoir parce qu'elles ont des machines pour faire le sale boulot. Bien sûr, gros mensonge. Et en plus, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle le baby-boom, en 1945. Et donc, c'est vraiment, messieurs, rentrez de la guerre, et puis faites plein d'enfants. Et puis, mesdames, occupez-vous de tous ces enfants avec tous ces nouveaux outils, et c'est incroyable. Et les mères, vous êtes des mères au foyer, vous fondez l'avenir du pays en élevant des bons petits bébés, des bons petits garçons, et faites-en plein. Et ça aussi, ça a un côté très religieux, en fait, d'avoir des familles nombreuses, peu importe la religion. Quand on est très croyant, on a une famille nombreuse, et c'est vraiment, faites plein de bébés, ayez une très grande famille dans un beau pavillons qui sont tous les mêmes les uns à côté des autres, et soyez heureux comme ça tout en allant à la messe tous les dimanches. Et globalement c'est ça, l'image que la femme a des femmes en général à la télé, à la radio, dans les journaux, dans tout type de médias. Et on sait tous très bien qu'on se fait énormément influencer par tout ça, et ça marche un peu en fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment une corrélation entre la religion et la modernité. On a une société ultra capitaliste qui va être dans la surconsommation, on va mettre plein de produits en vente, on va mettre en avant le fait d'être à la pointe de la modernité parce qu'on est une société moderne, et en même temps on a un gouvernement qui est presque religieux parce qu'il suit une logique très anglicane, puritaniste. Donc on est entre les deux, on veut faire la modernité, mais on reste rétrograde dans le cadre de la famille. Donc ça, c'est ce qui se passe aux États-Unis. En même temps, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, les hommes continuent à partir au front, les hommes ne sont pas chez eux, et à ce moment-là, donc l'homme, il lui manque une femme. Donc forcément, il y a de la prostitution, il y a toutes ces choses-là sur les terrains où les hommes partent en guerre, mais on leur donne aussi cette possibilité de s'évader avec ce qu'on appelle maintenant les pin-up. Et si on prend pin-up au sens propre du terme, ça veut dire image punaisée, parce que c'était une affiche avec une belle femme punaisée sur les murs des endroits où les hommes étaient, des régiments, pour leur donner un peu ce courage de regarder, vous allez faire la guerre et quand vous allez rentrer, c'est ça que vous allez avoir. Une belle femme qui est sage, mais en même temps charmante, avec des belles courbes, mais pas trop grosses, avec ce qu'on voit souvent dans les films, ce qu'on entend souvent dans les films, des hanches faites pour enfanter, donc des hanches larges qui sont bonnes pour avoir un beau bébé, une poitrine généreuse qui va donner beaucoup de lait pour avoir des beaux bébés, un peu comme on choisirait une vache au salon de l'agriculture en fait, et c'est vraiment cette pin-up là. Pour avoir une idée, il faut imaginer la pin-up de Perrier en fait, c'est exactement celle-là. Et c'est ça qui va motiver les hommes au front, et ils vont rentrer avec... Ils ont vu que ça pendant leurs années au front, c'était une belle femme qui est une promesse d'un bel avenir à la maison. Et quand ils rentrent, leurs femmes, elles étaient au travail, et on leur a dit non, retournez chez vous. En plus, tous les hommes, pareil, non, retournez chez vous, faites à manger, faites des enfants, faites des lessives, et nous on retourne bosser comme ce qu'on disait tout à l'heure, la vie reprend son cours. En fait, ce qui se passe, c'est que la Seconde Guerre mondiale transforme vraiment la pin-up en une industrie florissante. Comme disait Philou, on utilise l'idée de la fille d'à côté, the girl next door, un visage assez angélique, enfantin, mais qui est assez d'ailleurs reproduit à l'infini, quoi. Et on érotise cette femme tout en gardant son côté innocent parce qu'on la met toujours dans des positions en photo où elle est dans un truc de oups, j'ai fait tomber ça sans faire exprès, je suis une pauvre chose fragile dont il faut s'occuper. C'est un peu ça ce que traduisent les photos. La pin-up devient donc un élément clé de la propagande militaire. Elle joue un rôle stratégique dans la gestion de la sexualité des hommes mobilisés. Elle ne dévoile pas son corps, volontairement. On n'est pas dans l'idée d'être voyeur, on ne voit pas directement une femme nue. On voit juste des femmes qui se mettent en scène avec un peu d'humour pour mettre en scène leur naïveté, leur côté un peu saugrenu, voilà. Faut aussi qu'on parle, outre le concept de puritanisme, de virilité. La notion de masculinité et de virilité est super importante à l'époque. Un homme est viril parce qu'il s'accomplit sexuellement.
il s'accomplit sexuellement, non pas parce qu'il donne du plaisir à sa partenaire, mais parce que il a des besoins d'homme, viril, il désire des jeunes filles sexy, et ça c'est un homme. Dans la tête bien sûr des gens de l'époque. Encore aujourd'hui. Oui, encore un peu aujourd'hui, on va pas se mentir. Le contrôle de la morale sexuelle devient donc un facteur stratégique déterminant. Les besoins sexuels de l'armée est une des préoccupations principales des autorités militaires, qui utilisent très rapidement les pin-up afin de gérer les hommes qui sont au front. Ça permet aussi de lutter contre la propagation des maladies vénériennes, parce qu'on va pas se mentir, si les hommes se masturbent parce qu'ils ont des images de famille, ils vont moins aller voir les prostituées, et aussi de lutter contre l'homosexualité, parce que dans leur tête, si tu montres une femme à poil ou à moitié à poil, bah tu vas forcément rejeter tes envies homosexuelles parce que tu choisis d'être homosexuel. Dans la logique de l'époque, voilà. Encore aujourd'hui pour beaucoup en plus. Ouais. On désire fabriquer de vrais hommes. Ce qui est assez fou, c'est que cette pin-up, donc qui est un peu la Brie Van de Camp, un peu décomplexée, parce que finalement Brie Van de Camp, pour ceux qui ont vu Desperate Housewives, elle est pas très faux-folle. Mais du coup, cette pin-up là, qui est la Brie Van de Camp faux-folle, elle est partout. On la voit aussi beaucoup sur le nez des avions de guerre. Donc on appelle ça le nose art, donc l'art du nez. Donc sur le nez des avions de guerre, il va y avoir des pin-up qui vont être là. Et c'est vraiment pour les hommes une façon de marquer leur outil de guerre, leur outil de destruction, parce que finalement ces avions étaient là pour bombarder, voilà, pendant la guerre. Et c'est vraiment, on y attache une confiance et un attachement en les parents de représentation féminine. Et pareil, ça participe à une manière de canaliser les hommes pour qu'ils soient, entre guillemets, de très bons guerriers. Et on voit aussi la pin-up partout aux États-Unis. On les voit dans des magazines. On a vu par exemple la pin-up de Harley Davidson, j'en parlais tout à l'heure, la pin-up de Perrier. Moi-même, dans mes toilettes, j'ai une affiche Vespa où il y a une pin-up dessus. On les voit partout, les pin-up. Parce que c'est beau à regarder en fait, même avec notre regard aujourd'hui tout aussi féministe qu'on soit. Une pin-up, c'est super beau. C'est une belle femme qui est heureuse d'être là et on n'a pas de mal à la regarder. Ce qu'on dénonce, entre guillemets, c'est plutôt le côté utilisation du corps féminin pour contrôler une population. On a même eu, par exemple, Rita Hayworth, qui est la grande actrice et danseuse américaine des années 60, magnifique rousse, que j'admire beaucoup, qui aurait été dessinée sur la bombe atomique lâchée le 6 juin 1945 sur Hiroshima. On est quand même à foutre des dessins de pin-up sur des bombes quand même. C'est dingue. Et après, il y a quand même les pin-up tatoués aussi. Donc tout comme les femmes que l'on trouve dans les baraquements des soldats, qui pallie elle aussi une absence affective, on a un nouveau genre de pin-up, c'est qu'on va tatouer en fait sur son corps la pin-up pour se l'approprier et expliquer que on est un bonhomme parce qu'en fait on désire tellement les femmes qu'on se les met sur le corps en se la tatouant. Donc la pin-up, c'est vraiment un marché florissant aux États-Unis, même après la guerre, les hommes reviennent du front, trouvent Bobonne qui finalement n'est pas du tout une pin-up, pas toutes. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On achète des magazines de pin-up. Et à un moment, il y a un certain monsieur Hugh Hefner, qui est le fondateur du magazine Playboy tout simplement, qui a bien compris les leçons de cette érotisation de la girl next door, la fille d'à côté, la fille d'en face, en 1953. Et à ce moment-là, il y a le premier numéro de Playboy qui sort et elle met en page la première Playmate. Donc c'est les femmes qui posent pour le magazine Playboy et les magazines de charme en général. Donc la première, c'est Marilyn Monroe. Marilyn Monroe qui correspond quand même aussi un peu à ce côté dévêtue sans le faire exprès. On connaît tous cette photo où elle est sur une bouche de métro où sa jupe se soulève. Cette photo, maintenant, on sait qu'elle a été préparée à l'avance, prise plein de fois et tout. C'est pas du tout un coup de vent qui a soulevé sa jupe sans faire exprès. Mais on a l'impression, c'est « Oups, vous avez vu ma cuisse, vous avez vu ma fesse, c'est pas de ma faute, il y a du vent. » C'est ça la pin-up. Sauf que là, la pin-up devient sexy avec Playboy. Et c'est vraiment des magazines masculins tels qu'on les connaît aujourd'hui. Playboy, ça se lit plus aujourd'hui les magazines comme ça, mais Playboy c'est des photos de femmes nues à l'intérieur pour exciter ces hommes, messieurs qui ont besoin d'avoir leur magazine de cul quoi, tout simplement. En fait, Hugh Hefner pousse le côté érotique encore plus loin, parce qu'au départ, les Playmates c'est quand même des femmes typiques pin-up dont on parlait, comme ce qu'affichaient les soldats sur leur mur de leur baraquement.
Mais là, on va aller de plus en plus vers le porno, puisqu'on va avoir des femmes vraiment de plus en plus dénudées. Et on va aller vraiment sur, oui, de l'érotisme pur et dur. Les hommes partiront avec des photos à la guerre du Vietnam de femmes beaucoup plus dénudées que leurs aînés, quoi. Ce qu'on essaie de dire avec tout ça, c'est que globalement, dans cet énorme pays qui a une influence sur le monde entier, la femme, pendant très longtemps, et il n'y a pas si longtemps que ça, était un vecteur de motivation pour les hommes pendant la guerre, pour aller au front et se battre, et aussi pour qu'ils rentrent et que la vie se passe un peu comme la bonne petite famille, avec une femme, plusieurs enfants, la femme qui travaille pas ou qui travaille peu ou qui va travailler que avec des enfants, et l'homme qui ramène les sous à la maison, qui rentre avec son costard, les pieds sous la table et le repas bien chaud. Et tout ça, en fait, si ça plaît, si quelqu'un a envie d'avoir cette vie, mais qu'il ait cette vie, mais ce qu'il y a, c'est que tout le monde n'a pas envie de l'avoir, et c'est un schéma qui doit, entre guillemets, être reproduit, parce que la société souhaite que ce soit reproduit, et ça se voit partout, on le voit dans les films, on le voit dans les séries, et nous, on est là pour vous expliquer d'où ça vient, pour pouvoir avoir le choix, pour savoir d'où ce qui nous est imposé vient. En fait, dans tous les cas, c'est une société à deux vitesses. On a l'ultra-érotisme d'un côté des États-Unis, avec des villes comme Las Vegas, où le sexe est omniprésent. Et juste à côté de Las Vegas, on a quand même l'État de l'Utah qui est le premier État mormon des États-Unis, quoi. Donc en fait, les États-Unis vivent constamment dans une sorte d'hypocrisie où la sexualité est mal vue, mais elle est omniprésente beaucoup plus que par exemple en Europe ou dans certains pays. Ce qu'on voulait mettre en lumière, c'est est-ce que la femme est la pute ou la femme, quoi, ou l'épouse. Et en fait, ce qu'on retrouve à l'heure d'aujourd'hui dans certains États des États-Unis, dans certaines sociétés, c'est une mentalité qu'on avait, nous, en France, avant la séparation d'Église et d'État, et dont on s'est peu à peu séparés. Donc on remarque quand même le lien quand même qui concorde tout le temps, reste la religion. Sans pour autant la critiquer, mais peut-être critiquer la façon dont elle est faite, et le fait que cette religion-là, qui entraîne le puritanisme, est dictée même par la politique. Quand on voit qu'aujourd'hui, il y a des lois sur l'avortement qui sont revues, c'est quand même qu'on retourne à un esprit rétrograde, et qu'aujourd'hui aussi sur TikTok, en me renseignant sur le sujet, j'ai vu qu'il y a de plus en plus la mode de la femme au foyer. C'est la stay-at-home girlfriend. Donc, comme quoi il faut vraiment mettre au rang de star la femme qui choisit d'être au foyer. Alors bien sûr, être femme au foyer, c'est un travail à part entière. S'occuper d'enfants, c'est un travail à part entière. Ça, je ne cesserai de le dire. Mais la façon dont ils essayent de convaincre les jeunes filles que leur place est plus à la maison qu'au travail, c'est grave. Donc je pense que cet épisode était nécessaire. Voilà, cet épisode des Violettes est terminé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire. Et pour en apprendre encore plus sur les femmes, l'histoire et les femmes dans l'histoire, rendez-vous sur notre Instagram et notre TikTok. C'est @lesviolettespodcast. À bientôt. Salut!